Bon, par quoi on commence? Les abronias. Tout simplement mes animaux préférés de tout le règne animal. En français on les appelle les lézards alligators et en anglais the arboreal alligator lizard motherfucker. Fait partie de la famille des anguillidés. En fait c'est la même famille que les orvées, les lézards qui n'ont pas de pattes. Autrement dit, les abronias c'est des lézards qui n'ont pas de pattes, mais qui ont des pattes. What the fuck? Il existe 29 espèces d'abronias, toutes sont endémiques du Mexique. Les plus connues, les abronia graminea, que tout le monde les a vues en photo. Les dépis, les taïgnata, les espèces de petites pommes de pin là, les mixtecas et mes petits préférés, les vasconcelosi. Ils vivent à la cime des arbres dans les forêts fraîches du Mexique, les forêts de pin où les arbres sont colonisés de broméliacées, et ça c'est à retenir pour la suite. J'aime souvent dire qu'il n'y a pas de lézard pour commencer la terrarium, mais lui c'est... Ah, c'est une autre histoire. Hein. On a tendance à penser que quand on élève des lézards, il faut chauffer beaucoup, il faut chauffer très fort, que ça coûte des watts et tout, machin. Là, c'est l'exact inverse. En été, tu vas les chauffer avec un point chaud à 28 degrés, le reste du terrain à 22, une grosse patate en UV, genre 10.0, et en plus, on peut leur rajouter une Solar Raptor à vapeur de mercure. Fredo Mercure, pour faire monter la température. Ça, c'est une idée de moi, ça. Pour leur faire un point chaud localisé, et en plus balancer des UV. Et une petite remplaide supplémentaire pour les plantes, voilà, ça va pas faire de mal. Oh les jeunes! Et pour ce qui est de l'hiver, on peut les descendre de 20 à 13 degrés. J'ai une amie qui vit en Bretagne, elle les élève pour les reproduire, et en été, elle les met dehors, mais elle fait quand même attention à la canicule, hein, pas plus de 30 degrés. Et en hiver, elle les descend à la cave. J'ai discuté avec d'autres éleveurs, et eux, ils n'hésitent pas la nuit à laisser tomber la température jusqu'à 7, voire 5 degrés. C'est pour ça que je dis que c'est des lézards qui sont pas hyper simples à élever, les températures sont un petit peu chiantes à respecter. Niveau maintenance en flexarium, pour un groupe d'un mâle et de 2 femelles, il faudra un flex de 80 par 80 par 120 de haut, abondamment planté avec pas mal de broméliacées et de tillandsia, car dans la nature ils boivent l'eau dans les plantes, ou même ils mangent les petits insectes qui viennent eux aussi boire dedans. Alors pourquoi j'ai parlé de flexarium et pourquoi c'est important de les mettre en groupe? Un flexarium pour cette espèce c'est nettement plus adapté parce que ce sont des animaux qui vivent à 40 mètres du sol et où c'est énormément aéré. Donc il leur faut une bonne ventilation et une bonne hygroe. Mais du coup le flex, en vrai ça sèche vite. Le mieux c'est les flexariums Komodo qui sont super bien finis, super propres avec les côtés grillagés et la face avant en verre pour tenir un peu l'eau, parce qu'ils vivent avec 70 à 80% d'hygrométrie. Ok, les Komodo ça goûte un peu rush, mais franchement ils sont super propres. Et pourquoi c'est important de les tenir en groupe? Parce que c'est des animaux qui sont sous CITES et classés en annexe 2B. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans leur milieu naturel, ils sont menacés justement à cause de l'import direct pour mettre ces animaux dans les terrariums chez des particuliers. Donc en vrai, avoir qu'un seul animal, c'est vraiment dommage et c'est limite égoïste. Ça ne permet pas d'endiguer le braconnage, alors que faire reproduire ces animaux en captivité, ça permettrait d'avoir plus de spécimens disponibles et d'avoir moins de spécimens en provenance d'import direct. Pour la reproduction, c'est important de les cycler, de leur faire des saisons. Et ils ont une petite particularité, c'est que ces animaux sont des ovovivipares. La femelle fait des œufs, mais elle les garde en elle jusqu'à ce qu'un matin tu te réveilles et là t'as 6 ou 7 petits lézards qui courent partout dans le bac. Ça doit être absolument génial à vivre. La femelle s'occupe de ses petits et ces mêmes petits naissent totalement gris ou marron et commencent à changer de couleur au bout de 2 mois. La manipulation, je sais pas si c'est nécessaire d'en parler, hein. C'est pas un animal qu'on peut qualifier d'agrafeuse, mais ils sont pas appelés lézards alligators pour rien. Si jamais il est mal attrapé ou juste de mauvaise humeur, il peut salement mordre et en plus de ça se mettre à tourner sur lui-même comme un alligator pour encore plus cisailler. Mais la plupart du temps, il laisse une trace de morsure en forme de cœur. Donc ouais non, c'est pas un reptile avec qui on va regarder la télé comme avec son pagona. Hein. Je comprendrai jamais les gens qui font ça. Bon, maintenant que je vous ai parlé de cet animal, vous vous êtes dit mais putain mais c'est génial, c'est ça que je veux. Il est temps de passer à la petite... Je répète! Derrière la tête là, la petite crête de désillusion. Tu dors pas à table toi! Tu t'es cru où? En Franluche! C'est pas une espèce que tu vas trouver chez Jardiland, hein. C'est une espèce super rare où il faut être en contact avec des éleveurs et être patient ou avoir énormément de chance pour tomber dessus en bourse. Celle de Ham ou de Wooten notamment. Et au niveau du prix, on est vraiment obligé d'en parler là? Non, en vrai je dis ça mais ça commence un peu à se démocratiser. Dans les années 2000, il fallait compter 2400 € pour un mâle graminéa. Justement, mon amie bretonne, elle s'est trouvé un couple de taïgnata pour 1400 €. C'est toujours pas donné, mais quand même, il y a du mieux. Hein. Bon, voilà, on a fait le tour. Alors je le répète, cette vidéo n'est pas une fiche d'élevage, elle est juste là pour éveiller votre curiosité. Sur ce, moi je vous laisse, la curiosité est une vilaine qualité. Amour et salmonellose, je vous aime putain.